Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Merci de votre fidélité à votre magazine Liberté d'opinion, cet espace d'expression libre et démocratique dans l'espace médiatique congolais, mais dans le respect de loi de la République, de la vie privée, mais aussi de l'ordre public. Liberté d'opinion aujourd'hui reçoit un gros poisson que nous avons longtemps cherché à pêcher sans succès. Il s'agit bien entendu du professeur Dr Noël Tchani Mwadjanvita, professeur des universités, candidat à la présidentielle de 2018 en République démocratique du Congo. Il est également auteur du plan dit Marshall, du plan Marshall Noël Tchani pour le développement de la RDC. Par-dessus le marché, il est président du regroupement politique Force du Changement. Avec lui, nous allons parler essentiellement des questions d'actualité, mais prioritairement de la loi Tchani, dont on ne parle plus depuis un certain temps. Il va devoir réduire les limites de notre sous-information sur l'évolution de cette proposition de loi. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue. Professeur, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir ici. Merci de tout cœur. Voilà, on va aller droit au but. Beaucoup de questions que nous allons évoquer. L'espace politique congolais bouillonne avec beaucoup de sujets d'actualité. Nous parlerons aussi, le temps le permet, d'abord de cette loi, donc de cette proposition de loi dont vous êtes l'auteur, la loi Tchani, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais du coup, lorsque le président de la République lui-même a tapé du poing sur la table, les États-Unis et bien d'autres acteurs politiques, que par insinuation vous auriez visé dans cette loi, eh bien vous avez fait un rétropédalage. Comment vous défendez-vous? Non, pas du tout. Il n'y a pas eu rétropédalage. La loi a été bel et bien déposée au niveau de l'Assemblée nationale dans les mains appropriées. Et au niveau de l'Assemblée nationale, il y a tout un processus pour traiter une proposition de loi. Un individu ne vient pas juste de l'extérieur, dépose la loi là-bas et puis on la soumet au vote. La loi devait être étudiée par le bureau d'études, chose qui a été faite. Et maintenant, après cette étape-là, il faut que l'Assemblée nationale programme les débats au niveau des députés nationaux. Il s'est fait que cette session parlementaire, elle est essentiellement budgétaire. Il y a des matières qui sont supposées être prioritaires par rapport à toutes les autres priorités. Parmi les matières prioritaires pendant cette session parlementaire, il y avait la question de la mise en place du bureau de la CENI. Il fallait nécessairement qu'on mette en place ce bureau-là pour qu'on commence à préparer les élections de façon à garder à l'esprit les échéances électorales de 2023. Chose faite aujourd'hui, même si le bureau de la CENI ne compte que 12 membres sur 15, mais le gros du travail a été fait. M. Denis Kadima est en place avec son bureau, ils ont commencé à travailler. Maintenant, au-delà de ça, il fallait 3 questions budgétaires qui sont prioritaires. Le rapport sur la réduction de comptes de l'année 2020, le budget rectificatif de l'année 2021, mais aussi le budget prévisionnel de l'année 2022. Ces 3 questions sont en cours d'être traitées et vont être vidées d'un moment à l'autre. Et comme vous vous rendez compte, nous sommes pratiquement à la veille du 15 décembre, à la fin de la session. Donc on ne pouvait pas programmer toutes les autres matières, bien qu'elles soient importantes par rapport à ces priorités-là. Moi, dans mes contacts avec le président de l'Assemblée nationale, avec son bureau, on m'a fait comprendre que si cette session arrive à dégager suffisamment donc de place dans le calendrier, on va envisager la programmation de la loi. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas un drame. Il y aura la session de mars 2022 et j'espère que cette loi, cette proposition de loi, tout comme d'autres lois, comme la loi par exemple sur la dot, que beaucoup de gens attendent pour pouvoir donc se marier lorsqu'on va réduire donc le montant de la dot à 200 ou à 500 $. Ces lois-là vont être programmées pour la session donc de mars 2022. Donc, il n'y a rien de perdu. Mais il est important que les gens sachent d'abord de quoi il s'agit quand on parle de la loi Tchani de verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté. On y arrive, professeur, avec votre permission. Il y a quelque chose qui risque de m'échapper. Vous croyez en l'examen de votre proposition de loi par l'Assemblée nationale, mais déjà au niveau du bureau d'études, la loi a été déclarée irrecevable. Non, ce n'est pas vrai. Les gens du bureau d'études n'ont pas le pouvoir de déclarer une loi recevable ou irrecevable. Un bureau d'études, c'est quoi? C'est un think tank. On leur donne une proposition de loi, on leur dit vérifier est-ce que le nombre de pages est complet, est-ce que la loi contient tout ce qu'il faut qu'on trouve donc dans une loi,
Ils font donc un contrôle de conformité. Une fois qu'ils ont fait ce contrôle de conformité, ils renvoient les recommandations au bureau du président de l'Assemblée nationale qui a seul le pouvoir de dire que cette loi est recevable ou pas recevable. Mais je vous assure que j'ai été au bureau du président de l'Assemblée nationale. Ils m'ont rassuré que la loi est bien recevable, elle va être programmée pour les débats. Ceux qui sont en train de propager des rumeurs, qui sont fausses d'ailleurs, dans les réseaux sociaux en disant que la loi a été rejetée, ce sont des gens qui ont peur qu'on puisse débattre. Vous vous rappelez qu'il y a même des gens qui ont tracé des lignes jaunes, rouges et consorts pour menacer que si on programme la loi, eux, ils vont mourir littéralement. Par conséquent, il faut écarter la loi. Donc, rassurez-vous, la loi va être débattue au niveau de l'Assemblée nationale. Et moi, personnellement, en tant que démocrate, je suis tout à fait ouvert. Je veux que quand il y a un sujet de ce genre-là, qui touche surtout à un bien précieux, tel que la souveraineté nationale, qu'on en débatte et qu'on procède au vote. Et en ce moment-là, tout le monde va prendre position. Oui, professeur Noël Tchani, est-ce que vous pouvez nous dire, lorsque vous parlez de Congolais de père et de mère, comme critère pour accéder à la magistrature suprême, qu'est-ce que vous entendez par Congolais de père et de mère? Parce que les gens vous attribuent, à tort ou à raison, des intentions d'exclusion qui puissent mettre du feu au pays. Oui, d'abord, la loi ne va pas mettre du feu au pays. Toute loi, elle exclut. Toute loi par nature. Quand on dit que sous la période du maréchal Mobutu Sese Seko, on disait que l'article 7 de la Constitution de la République du Zaïre disait que pour être candidat au poste de président du mouvement populaire de la Révolution, président de la République du Zaïre, il fallait être zaïrois d'origine, virgule, né de père et de mère zaïrois d'origine. C'était ça la définition à cette époque-là. Il s'est fait que quand les amis sont allés en Afrique du Sud, il y en a peut-être à qui on a donné un peu plus d'alcool que d'autres, au point qu'on a effacé certaines choses qui étaient essentielles et ils ne se sont pas rendus compte qu'il y a eu changement de signification. On a maintenu qu'il faut être congolais d'origine pour être éligible à la présidence de la République, mais ils ont effacé la mention né de père et de mère congolais d'origine. Nous voulons remettre cela. Pourquoi? Parce que Congolais d'origine est défini comme étant Congolais né de père et de mère congolais, ou Congolais nés de père ou de mère congolais. Je donne l'exemple. Aujourd'hui, nous avons les troupes ougandaises qui sont entrées sur le territoire congolais. Hier, il y avait des troupes rwandaises, zimbabwéennes, angolaises. Si un militaire venu de ces pays-là s'accouple avec une fille congolaise dans la rue et ils ont un enfant, cet enfant est congolais d'origine. Pourquoi? Parce que sa mère est congolaise et son père est ougandais, rwandais ou zimbabwéen. Cet enfant-là a les mêmes qualifications pour être président de la République démocratique du Congo au même titre que vous et moi. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que ces pays-là peuvent utiliser ces enfants qu'ils ont fabriqués sur notre territoire comme armes de guerre. Ils n'ont pas pu nous coloniser avec la force. Ils peuvent venir maintenant infiltrer le sommet de l'État, prendre l'un de leurs enfants, de leurs produits qu'ils ont produits sur le sol congolais, les préparer, leur donner des financements. Ils gagnent l'élection présidentielle. Au vu aussi de tout le monde, ils deviennent président de la RDC. La question qui se pose est celle-ci. Est-ce qu'un tel enfant peut être 100% loyal à la République démocratique du Congo et ne prendre que des décisions qui soient dans l'intérêt du peuple congolais? Non. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas être simplement en faveur de la République du Congo, donc de sa mère. Il doit être aussi loyal au Rwanda, à l'Ouganda, au Zimbabwe, à l'Angola de son père. Par conséquent, à ce poste de responsabilité, nous voulons verrouiller pour nous assurer que toute personne qui peut occuper ces postes-là sera 100% loyale à la République démocratique du Congo et au peuple congolais. Donc, les autres qui ne remplissent pas ce critère sont d'office exclus pour être candidats à la magistrature suprême. Les autres qui ne remplissent pas ces critères, ils sont congolais au même titre que vous et moi. Ils remplissent tous les critères pour occuper tous les postes sur l'étendue du territoire national. Ils peuvent être ministres du sport, oui. Ils peuvent être président du club de football, ils peuvent être PDG d'une banque, PDG d'une grande entreprise. Mais jamais président de la République. Mais jamais les postes de souveraineté définis comme étant président de la République démocratique du Congo, oui. Président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, premier ministre et ministre régalien, c'est-à-dire finances, intérieur, défense, affaires étrangères et justice. Ils ne peuvent pas être gouverneur de la Banque centrale du Congo, ou bien administrateur de l'Agence nationale de renseignement, ou bien directeur d'immigration, ou occuper les postes de haut magistrat de la République,
ils ne peuvent pas être gouverneurs des provinces et surtout, ils ne peuvent pas occuper des postes dans le haut commandement militaire, dans le haut commandement de l'armée et dans le haut commandement du commissariat général de la police. Oui. Donc voilà, grosso modo, les postes qui sont verrouillés. En plus de cela, pour nous assurer que nous avons des gens qui soient 100% loyaux à la RDC, les épouses ou les époux de tous ces postes-là sont aussi verrouillés. Pour s'assurer que, par exemple, on ne peut pas concevoir avoir un président de la République démocratique du Congo avec une femme russe, ou bien un président de la République démocratique du Congo avec une femme chinoise. Donc, leurs enfants sont exclus. Leurs enfants sont exclus de la course à la magistrature. Les enfants de ceux qui ne sont pas congolais de père et de mère. Vous restez dans votre logique. Oui. Vous excluez ceux-là, leurs femmes et les enfants. Quel est leur sort? Il va falloir que l'Assemblée nationale puisse déterminer jusqu'à combien de générations on peut descendre. Moi qui vous parle, j'ai essayé de faire mon arbre généalogique. Et j'ai trouvé que du côté de mon père et du côté de ma mère, mes parents, mes grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-grands-parents, ils sont tous originaires d'Nganajika, dans la Lomami. Tous. Donc, jusqu'à 4 générations, j'ai vérifié cela. Il faudrait que chacun de nous fasse l'exercice. Donc, en d'autres termes, vous plaidez aussi intelligemment pour votre propre chapelle. Non, pas du tout. Vous serez candidat en 2023, c'est sûr. Je n'ai pas dit ça. Tout ce que j'ai dit, c'est que je donne un exemple parce qu'avant que je puisse parler de votre arbre généalogique, il faut que je puisse vérifier le mien. Est-ce que ces informations sont vérifiables? Très bien. Donc, c'est ça le sens en réalité. Mais il va falloir qu'au niveau de l'Assemblée nationale, qu'il puisse déterminer jusqu'à combien de générations on peut descendre dans l'arbre généalogique pour déterminer la nationalité congolaise d'origine. Il faut que les gens comprennent une chose. Nous sommes dans un pays où nous avons ce qu'on appelle le droit du sang. La nationalité se transmet par le sang. Mon père est congolais, ma mère est congolaise, donc je suis congolais. Nous n'avons pas le droit en réalité du sol, sauf une petite exception, parce que si on arrive dans la rue et on trouve un enfant qui vient de naître, qu'on a jeté dans la poubelle, on ne connaît pas son père, même si cet enfant a des yeux à côté comme un Chinois, il est présumé être congolais parce qu'on ne connaît pas d'où il vient. Il y a aussi d'autres, mais cet enfant, pendant qu'il est congolais d'origine, parce qu'on l'a trouvé sur le sol congolais et on ne sait pas d'où il vient, il n'est pas éligible pour occuper des postes de souveraineté. Il peut tout faire dans le pays, il va rester, personne ne va le chasser d'ici. Sauf, il ne peut pas devenir président de la République ou bien occuper l'un des postes que je viens de présenter ici. Voilà. Donc c'est ça la distinction qu'il y a. D'accord. Mais il faut que nos compatriotes comprennent qu'on n'enlève pas la nationalité congolaise à qui que ce soit. Tous ceux qui sont congolais, d'après la loi actuelle, restent congolais. Et tous ceux qui sont congolais sont éligibles pour tous les postes. Je donne l'exemple. Nous sommes dans un pays de 105 millions d'habitants. 105 millions d'habitants, les postes que je viens de mentionner là, c'est à peine une quarantaine. Donc, à supposer qu'on crée des emplois pour chacun de nous, y inclut pour les enfants qui viennent de naître, donc 105 millions d'emplois créés. Tous les Congolais sont éligibles pour occuper ces postes-là, sauf la quarantaine de postes qui seraient mis de côté, qui seraient réservés exclusivement aux Congolais de père et de mère. Pas pour des raisons de discrimination, mais simplement pour qu'on puisse s'assurer que notre pays se trouve dans des mains sûres et qu'il n'y a pas donc des risques d'infiltration à ce sommet-là qui peuvent amener à la trahison et même à la compromission de notre indépendance, de notre souveraineté nationale. D'accord. Professeur Noël, deux petites questions, vous allez répondre à la première en un paragraphe, ça va me suffire, et puis vous répondez à la deuxième. La première question, vous-même, on vous accuse d'être américain, vous avez renoncé à la nationalité américaine. La deuxième question, il semble que cette proposition de loi qui aurait été boutiquée dans les officines des partis politiques viserait certains candidats à la présidentielle de 2023, notamment Moïse Katumbi, qui vous demande de ne pas franchir la ligne rouge en faisant examiner cette loi à l'Assemblée nationale. Vous me posez de très bonnes questions. Je n'ai jamais été américain, je suis congolais. Ceux qui ont fabriqué ces informations-là sont des détracteurs qui n'ont pas autre chose à dire pour distraire l'opinion publique. Je suis congolais et je vous ai dit de père, de mère, arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père. Vous pouvez descendre jusqu'à 10 générations, tous en Ngandajika dans la Lomami. En Ngandajika, il n'y a pas d'Américains. J'ai été aux États-Unis, j'ai été résident permanent et j'ai occupé des fonctions différentes dans plusieurs institutions. On m'a refusé, moi, de travailler à la Banque centrale américaine. J'avais été interviewé au même titre que tous les étudiants qui faisaient l'école des banques à New York. Et 5 banques qui m'avaient interviewé, toutes les 5 banques m'ont offert les postes.
qui inclut la Fed Reserve Bank, qui est la banque centrale américaine. J'avais choisi d'aller travailler à la Fed. J'ai pris mes bagages de New York à Washington, où se trouve le siège de la Fed. Le premier jour, on m'a donné les papiers. Quand j'ai rempli ces papiers-là, la dame Walita Johnson, qui vérifie donc l'identité du candidat, vérifie et trouve que j'avais marqué résident permanent avec le numéro de la Green Card et consort. Il m'a dit, vous savez quoi, très brillant que vous êtes, nous ne pouvons pas vous recruter. Pourquoi? Parce que la Banque centrale américaine, c'est une agence du gouvernement fédéral. On ne peut recruter que des Américains. Vous pouvez avoir tout aux États-Unis. Vous pouvez aller travailler dans le secteur privé, sauf à la Banque centrale américaine ou dans une agence du gouvernement fédéral. C'est comme ça que je me suis retrouvé à la JP Morgan Chase, la plus grande banque commerciale et d'investissement à New York. Donc ceux qui racontent ces histoires-là ne connaissent pas tout ça. Maintenant, vous viserez Moïse Katumbi. Vous savez, quand on vous avez un soutien politique derrière. Quand on conçoit une loi, moi je considère que mon temps est très précieux. Nous sommes 105 millions d'habitants. Je n'ai pas de temps à consacrer à un individu ou contre un individu. Ceux qui pensent qu'on fait allusion à cet individu-là, ils le considèrent peut-être un peu plus important que moi je ne vois. Je ne considère pas qu'il est plus important que tous les autres Congolais. Tous les Congolais sont les mêmes. Quand on fait la loi, ma préoccupation était que depuis 1996, les armées de l'Ouganda, du Burundi, du Rwanda sont entrées à RDC. Pour les combattre, on a fait venir du côté gouvernemental les armées de Zimbabwe, de l'Angola, de la Namibie. Et ces armées ont été rejointes sur le sol congolais par les armées de tous les pays du monde dans le cadre des opérations de maintien de la paix organisées par les Nations Unies qu'on a appelées la MONUC ou bien la MONUSCO. Conséquence, il y a eu plus de 100-150 000 soldats étrangers sur le sol congolais. Bosco Ntaganda contrôlait l'Est de la République. Et dans cette partie-là, comme sur l'ensemble du territoire national, il y a eu couplage entre les militaires étrangers et les femmes congolaises, créant au passage près de 5 millions d'enfants, qui sont des Congolais, on les accepte tous comme étant nos enfants, comme étant nos neveux ou c'est pas nos enfants et consorts. Et ils peuvent tout faire dans leur pays, dans ce pays-là, parce que c'est le pays de l'un de leurs parents qui est donc la mère essentiellement. La seule exception que je prends, c'est que je me dis, pendant qu'ils sont autorisés à tout faire dans notre pays, si jamais l'un de ces enfants arrivait à devenir président de la République, prenons un enfant rwandais congolais. Vous vous rendez compte ce que ça veut faire? Ce que ça veut dire, c'est qu'à tout moment, quand il y aura un conflit entre le Rwanda et la RDC, cet enfant pourrait trancher des choses en faveur du Rwanda, de son père éventuellement. Nous ne voulons pas prendre ce risque-là. Même chose avec un enfant qui serait ougandais congolais ou népalais congolais, ainsi de suite. Nous avons dit, nous acceptons tous ces enfants-là comme étant nos enfants. Ils peuvent tout faire sur l'étendue du territoire national, mais ils ne peuvent pas devenir président de la République ou bien occuper des postes de souveraineté pour minimiser ce risque d'infiltration au sommet de l'État. Donc ça n'a rien à voir avec un individu. Alors maintenant, parce que vous me mentionnez cet individu-là, je voudrais quand même répondre à cela, parce que j'entends ça tout le temps. Oui, tout en tenant compte qu'il est absent sur le plateau, l'émission n'est pas consacrée à lui. Oui, je réponds quand même, parce que même lui-même, son camp, ils ont pensé souvent que j'ai proposé cette loi-là pour l'éliminer, lui, de la présidence. D'abord, je ne crois pas qu'il ait des qualifications pour être président de la République en RDC. Le niveau d'études, 0. Mais au-delà de cela, parce que nous sommes dans un pays où on examine des questions sur la base du sang. Est-ce qu'il a le sang congolais? Son père, d'après ce que j'ai entendu, son père est grec, italien, israélien. Sa mère est zambienne et sa femme est burundaise. Non, laissez-moi finir. Et quand vous mettez tout ça ensemble, il n'est pas éligible. Il n'a pas de qualification pour être président de la République. Et je ne vois pas pourquoi on veut me coller toujours à justifier à cause d'un individu. D'accord. Mon émission pédagogique, vraiment, on ne va pas entrer dans ce débat-là. Ça va appeler un droit de réponse. Alors, je vais vous poser une question suggestive en tant que patriote moi-même. Pourquoi ne pas prendre en compte cette loi à partir du moment où elle sera promulguée par le président de la République, au cas où elle est adoptée par le Parlement, et laisser ceux qui sont dans cette situation-là avant la promulgation de votre loi accéder à la magistrature suprême. Comme ça réduirait la suspicion qui est à votre charge. Très bonne question. Je vais vous répondre avec 2 exemples. Le premier, c'est que vous avez une maison dans laquelle vous logez votre famille, les enfants, l'époux, tout le monde, les oncles et tout le monde. Cette maison se trouve au milieu de la forêt équatoriale. Et vous savez que chaque année, il y a risque que s'il y a feu de brousse,
la forêt prend feu, il viendra emporter votre maison et votre famille aussi. Pour vous protéger contre ça, prémunir contre ce risque-là, vous êtes obligé de créer un espace vide où il n'y a pas d'arbres, où il n'y a pas donc de gazon, où il n'y a pas donc de feuilles mortes autour de la maison. Vous installez même le système d'extincteur, c'est-à-dire avec de l'eau comme ça, pour que si jamais il y a du feu qui arrive, et vous ne savez pas le jour où il y aura du feu, si jamais il y a du feu qui arrive, ça ne va pas atteindre votre maison et vous allez protéger votre famille. Exactement. Vous avez anticipé sur le risque que votre maison prenne feu. C'est la même chose avec la souveraineté de notre pays. J'ai vu qu'il y a ce risque-là, qui est un individu qui soit un infiltré, qui arrive au sommet de l'État. Et s'il arrive, quelles sont les conséquences? Il va, d'une part, balkaniser la RDC éventuellement, prendre des décisions qui sont contre la RDC en faveur d'un pays étranger. Quand est-ce que vous allez prendre des mesures pour pouvoir régler ce problème-là? Moi, je pense, au moment où vous avez identifié ce risque, vous le gérez immédiatement. Vous ne dites pas que nous allons préparer ça et on va attendre dans 20 ans. Dans 20 ans, l'infiltration aura déjà eu lieu. Ce sera trop tard de corriger cela. D'accord. Donc ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose aussi, pourquoi est-ce que les gens sont surpris que je puisse mettre ça sur la table? Parce que la loi existait déjà. Du temps de Mobutu Sese Seko Kukumbeng Wazabanga, on avait l'article 7 de la Constitution qui disait ça. Et tous ces gens qui protestent aujourd'hui, ils étaient dans ce pays. Pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas protesté en ce moment-là? Les Kengo Adondo, les Moïse Katumbi, les Mario Cardozo, tout ce monde-là. Et je voudrais aussi clarifier une chose. C'est que quand je parle donc de verrouiller, je ne vise pas une race quelconque. Je ne vise pas un métissage quelconque. Quand on parle de métissage, il y a métissage blanc-noir, mais il y a aussi métissage noir-noir. Combien d'enfants rwandais, ougandais, burundais, ougandais, zimbabwéens, congolais se trouvent donc tanzaniens, se trouvent donc dans notre pays? Donc, moi je pense que les Congolais sont juste naïfs. Lorsqu'ils voient un danger venir et ils ne veulent pas agir immédiatement pour régler ce danger-là. C'est compris, professeur. Alors, une autre question. Le président de la République lui-même, s'adressant aux médias en marge de son séjour aux États-Unis, n'est pas favorable avec votre proposition de loi. Encore que vous n'êtes pas un élu, vous n'êtes pas député national, vous avez collaboré avec un député national qui lui-même, aujourd'hui, a pris un virage à 90 degrés en ajoutant des éléments nouveaux, notamment la condition d'être sénateur, d'avoir été sénateur ou député national pour prétendre à la magistrature suprême. Est-ce que ça ne vous dérange pas, ça ne vous gêne pas? Au fait, je suis content que vous posiez cette question-là. Vous savez que j'ai un respect profond à l'égard du président de la République. Donc, au-delà donc des personnes, je considère que c'est une institution qu'il faut respecter. Quand ça parle, ça a une position, il faut respecter. Mais dans ce cas précis, le président de la République a parlé en se posant des questions. Il n'a pas dit qu'il était contre la loi. Il a dit que lui, en tant que démocrate, il considère que tous les Congolais sont libres de prendre des initiatives qui soient dans le sens d'améliorer le vécu quotidien de tout le monde, et que de ce point de vue, il ne voyait pas d'inconvénient qu'un Noël Tchani fasse cette proposition-là. Il a salué cela d'ailleurs. Il encourage d'autres Congolais à prendre des initiatives aussi dans ce sens. Mais il s'est posé juste une question en disant, mais je me demande, est-ce que ce ne sont pas des Congolais de père et de mère qui ont mis ce pays en faillite? Je voudrais vous remercier de me donner l'occasion de répondre au chef de l'État. Monsieur le Président de la République, Votre Excellence, vous savez que le Congo a été géré par les Congolais de père et de mère seulement, mais aussi par tous les Congolais. Il y a eu des Congolais de père et de mère, des Congolais de père ou de mère qui ont joué un rôle important de 1960 jusqu'à aujourd'hui, et collectivement, tous ensemble, ils ont mis le pays en faillite à cause de la mauvaise gouvernance. Parmi les Congolais de père ou de mère, qui n'étaient pas des Congolais de père et de mère, qui ont joué un rôle important, je peux mentionner Léo Kengo Adondo. Non, parce que ce sont des éminentes personnes qu'on connaît sur le plan politique. Il faut donner des exemples pour que les gens comprennent. Kengo Adondo a été Premier ministre. Sans citer... Kengo Adondo a été Premier ministre pendant plusieurs années. La gouvernance du pays, on nous a dit tout le temps, oh non, le Fonds monétaire arrive ici, c'est l'homme de la rigueur, et aujourd'hui, nous sommes le pays le plus pauvre du monde. Donc, sa gouvernance n'a pas donné des résultats escomptés. Moïse Katumbi était gouverneur de la province du Katanga. Je vous en prie. Mario Cardozo était ministre, et ainsi de suite. Donc, je peux Bissengimana, il y a eu plusieurs cas comme ça. D'accord. Par conséquent, la réponse au président de la République, c'est que votre lecture est correcte.
Sauf qu'il faut dire que tous les Congolais, des pères et des mères, des pères ou des mères, tous les Congolais, ils ont péché par la mauvaise gouvernance qui nous a donné de mauvais résultats aujourd'hui. Mais cela n'est pas une raison pour que nous ne puissions pas prendre des précautions pour que dans l'avenir, qu'on ne puisse pas retomber dans le piège d'infiltration comme on a connu par exemple avec les James Kabarebe qui étaient devenus des chefs d'état-major de l'armée dans notre pays, exposant le pays. Vous vous rendez compte, pendant le règne de James Kabarebe comme chef d'état-major, vous savez ce qu'il avait fait? On le renvoie d'ici, il rentre au Rwanda, il prend un avion rempli avec des militaires rwandais, ils prennent la base de Kitona. On ne va pas remuer le couteau dans la plaie. Le jour suivant. Mais au-delà de cela, on coupe l'électricité du barrage d'Inga parce qu'il était tellement parmi nous et il connaissait tous les secrets. Les relations avec le Rwanda se sont beaucoup améliorées. Oui, on ne va pas remuer le couteau on ne va pas dans la plaie. l'histoire. La deuxième marche de ma question, c'est que vous n'êtes pas un député national, vous avez collaboré avec un député qui siège pour proposer votre texte. Mais il a ajouté des éléments qui ne faisaient pas partie du texte. Je voudrais féliciter le député national Nsingi Pouloulou. Est-ce que vous êtes toujours ensemble? On est toujours ensemble. C'était un très bon ami. Maintenant, on ne se connaissait pas avant. À travers cette loi, on se connaît, on se parle régulièrement. Et on a de bonnes idées. On partage donc la même vision pour le développement donc, de la RDC. Maintenant, ce qu'il a proposé aujourd'hui... Il vous a consulté? Est-ce qu'il vous a consulté? Non, il n'a pas besoin de me consulter parce que c'est un député indépendant. Il ne peut pas venir me consulter sur tout ce qu'il prend comme initiative. Voilà. Tout ce que je sais, c'est que la proposition qu'il a faite renforce la proposition qu'on avait ensemble, dans la mesure où ça conserve la partie essentielle qui dit que pour être président de la République, il faut être congolais d'origine, né de père et de mère congolais. Cette portion, il l'a maintenue et je voudrais le saluer et le remercier pour cela. Maintenant, s'il a ajouté donc d'autres qualifications que lui pense donc sont importantes, je respecte cela, sauf que je ne partage pas cette opinion-là. Pourquoi? Parce que je considère que notre Assemblée nationale et notre Sénat ne sont pas l'incarnation des meilleurs talents que nous avons pour la République. Il y a des bonnes personnes, mais il y a aussi des personnes qui sont là-bas pendant toute la législature, n'ont jamais ouvert la bouche, n'ont jamais proposé une loi quelconque qui fasse du sens. Donc, dire qu'on va réserver l'exclusivité de la présidence de la République à ces gens-là, moi je pense que ce n'est pas correct. Ceux qui ont été députés au Sénat. Mais au-delà de cela aussi, il y a un problème de conflit d'intérêts. Les députés nationaux votent des lois. Ils vont voter une loi en se réservant l'exclusivité de l'accès à la présidence de la République à eux simplement qui ont voté la loi. Il y a un conflit d'intérêts. Moi, je pense qu'il faut mettre de côté cette deuxième portion de la proposition de Nsingi Pouloulou, conserver la loi dans sa version originale que nous, on avait présentée ensemble et inviter les députés nationaux à pouvoir en débattre. Mais toute question doit être soumise au débat de toutes les façons et discuter et on va prendre une décision en tant que pays démocratique qui décide par la majorité. Oui, professeur Noël Tchani, est-ce que en tant que co-initiateur de cette proposition de loi, vous avez une main mise sur un groupe de députés qui peuvent plaider pour votre chapelle? Je vais vous dire une chose, quand j'ai commencé pour cette histoire, j'étais tout seul. Après, j'ai été rejoint par un groupe de juristes indépendants dans la rue là. Et nous avons travaillé ensemble. Et après, quand on a fait les premières présentations, les gens ont commencé à comprendre de quoi il s'agissait. On a reçu beaucoup d'adhésions de la part des députés nationaux. Des gens qui appellent, qui disent « je veux être sponsor de cette loi, je vais soutenir ça, et ainsi de suite ». Je peux vous assurer que quand cette proposition de loi va être soumise au vote, je peux me tromper, mais j'anticipe qu'elle sera votée à plus de 80% des députés au sein de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que la souveraineté, c'est un bien qui touche à tout le monde. Et les gens, peut-être de Kinshasa, sont parfois distraits. Mais ceux qui ont vécu donc du côté de l'Est, ils savent ce que ça signifie l'infiltration. Donc ils sont très sensibles à ça et ils veulent que la loi soit adoptée le plus rapidement possible. Donc ne vous inquiétez pas, il y a suffisamment de députés pour faire passer cette proposition de loi. Alors, une autre question, c'est le budget de l'État qui a été voté, parce que vous êtes, c'est dans votre domaine, vous êtes un chevronné des finances publiques. On est à 10 milliards de dollars à ce jour. Est-ce qu'on peut applaudir ou regretter? Moi, je pense qu'il y a des signaux positifs ou peut-être des signaux aussi trop lents. Vous savez que nous avons un pays qui vient d'une période où on a connu un budget national de 4 milliards de dollars, 5 milliards, 6 milliards, très ridicule. Et par rapport à cette période-là,
le gouvernement a fait beaucoup de progrès pour nous amener un budget de 10 milliards de dollars. Encore une fois de plus, ce n'est qu'un budget. On va voir si la réalisation de ce budget-là va nous donner les chiffres de 10 milliards tels que nous l'ont présenté. Alors, pendant qu'on applaudit le passage de 4 milliards à 10 milliards comme étant des progrès énormes, je continue à penser que ce n'est pas suffisant pour un pays au grand défi comme la République démocratique du Congo. Moi, personnellement, je suis l'auteur du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Dans ce plan, j'avais élaboré un budget que je considère suffisant pour développer la RDC. Ce budget est de 75 milliards de dollars par an. 75 milliards de dollars par an par rapport aux 10 milliards que nous avons aujourd'hui. Je dirais les 10 milliards, là, sont des 10 milliards modiques. Ça ne représente rien pour... C'est un budget pour entretenir la pauvreté, mais pas pour créer des emplois, pour développer les infrastructures, pour améliorer la gouvernance, la justice. Je vous donne l'exemple. Avec un budget de 10 milliards de dollars, le salaire du fonctionnaire de l'État est de combien? On continue à payer le fonctionnaire de l'État quand il est payé moins de 100 dollars par mois. Les policiers, les militaires, les enseignants, les médecins ne sont pas payés comme il faut. Donc, nous ne pouvons pas espérer utiliser ces 10 milliards de dollars pour construire donc les routes intégratrices, les reliant Kinshasa à toutes les provinces, pour nous donner l'électricité 24 heures sur 24 heures, pour nous donner de l'eau potable, ainsi. Donc c'est un budget pour entretenir le statu quo, la pauvreté que nous avons aujourd'hui. Je voudrais que nous fassions davantage. Et pour arriver à réaliser ce grand budget que moi je vois, il n'y a pas d'autres alternatives que de faire fonctionner l'état de droit. Nos pays ont beaucoup de ressources, mais ce sont des ressources qui sont détournées par des gens. C'est pour ça que je suis indigné quand j'entends des cas de gens qu'on a arrêtés pour détournement de fonds publics, qui refusent de passer devant la barre, ou bien quand on les met en prison, on les sort dans des conditions miraculeuses. Ce ne sont pas de bons signes. Là, vous songez à qui? Mais je fais allusion aux cas les plus célèbres que nous connaissons, Vital Kamere, je fais allusion à Matata Pognon, qui ne veut pas passer devant la barre et qui veut se faire couvrir des immunités parlementaires pour ne pas répondre aux questions de la justice. Je fais allusion à Willy Bakonga, qui est sorti dans des conditions qu'on ne connaît pas. Je fais allusion à l'ancien directeur général de l'OVD, je crois, de l'OVD, qui est sorti miraculeusement des prisons. Tout ça, ce ne sont pas des signes positifs. Donc, vous voulez dire que l'état de droit n'est pas effectif? Bon, l'état de droit reste sur papier. Ou est papier. encore embryonnaire? Il reste sur papier, ça n'a pas encore décollé. La magistrature continue à être très corrompue, la justice est très corrompue et on connaît comment ça fonctionne. Donc, je pense que nous devons montrer que nous sommes sérieux dans ce domaine-là. Je voudrais vous donner un exemple. Dans d'autres pays, vous savez, la Corée du Sud, ils étaient très corrompus comme nous ici. Nous sommes très corrompus parce que Transparency International et d'autres organisations non gouvernementales nous classent parmi les pays les plus corrompus de la planète. Ce n'est pas un secret pour qui que ce soit et ce n'est pas Noël Tchani qui parle mal de son pays. Mais pour sortir de cette situation-là, on ne va pas être gentil avec les criminels. En anglais, on dit « we don't have to be soft on crime », c'est-à-dire être gentil avec les criminels et espérer qu'ils vont changer soudainement. Nous devons adopter des mesures très strictes. Par exemple, je dis ceci, moi je propose comme stratégie de lutte contre la corruption et le détournement de fonds publics. Un, il faut qu'il y ait un numéro téléphonique que tout le monde, tous les Congolais vont connaître. Vous connaissez simplement un corrompu, un détourneur de fonds publics, vous appelez ce numéro, vous le dénoncez. Un numéro vert. Un numéro vert. Maintenant, une fois que vous l'avez dénoncé, il y a des inspecteurs, parce qu'il y aura des dénonciations calomnieuses. Des inspecteurs qui vont mener des enquêtes. On détermine qu'il y a des indices sérieux de corruption, on vous met devant la barre. On vous juge. Si vous êtes trouvé coupable, condamné, on vous met en prison pour 20 ans. Et 20 ans, vous ne sortez pas de là, vous n'allez pas en appel où on parle de 20 ans du jour au lendemain à 13 ans, et ainsi de suite. Là, vous restez là-bas. Mais à la fin de 20 ans, quand vous sortez de la prison, après avoir purgé votre peine, on a déjà saisi tous vos biens que vous avez achetés avec l'argent volé, on les a vendus et on a remis l'argent dans le trésor public. 2, vous sortez de la prison, sérieux, compétent ou pas, vous ne pouvez plus occuper un poste sur le plan de l'administration publique parce que vous êtes un mauvais citoyen. Vous n'êtes plus éligible pour des mandats électifs et vous devez rester chez vous, faire autre chose sauf occuper des fonctions dans l'administration publique. Si on est strict de cette façon-là, moi je pense que les gens vont apprendre à avoir peur d'être confrontés à la corruption ou au détournement de fonds publics. Je ne voudrais pas aller aussi loin que la Corée du Sud, c'est que la Corée du Sud avait fait. On vous attrape pour avoir détourné $1000, on vous juge, on vous condamne, on vous fusille.
Tous les samedis, on amène les gens au stade des martyrs, on fusille donc les corrompus, les corrupteurs. Quand vous allez faire ça avec une personne, une deuxième et une troisième, c'est terminé. Il n'y aura plus de corruption dans ce pays. Donc, nous ne pouvons pas être un peuple, d'un côté, demandant la bonne gouvernance, demandant le développement, mais pour développer, on a besoin des ressources que les détournés sont en train de détourner. Mais quand on arrête quelqu'un, tout le monde réclame la libération de cette personne-là. C'est une contradiction. D'accord. Donc, voilà. Intimement lié à ça, il y a le séjour de la directrice du Fonds monétaire international qui a été en RDC. Visiblement, on n'a rien retenu de cette visite. En savez-vous quelque chose pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs? Moi, je voudrais saluer le retour des institutions de Bretton Woods ici, notamment la visite de la directrice du Fonds monétaire international. C'est un bon signe, mais un bon signe qu'il faut relativiser parce que les gens semblent pouvoir applaudir qu'elle a dit oh, les progrès sont énormes dans le domaine des réformes et on nous a récompensé avec cela, avec une facilité de crédit donc de 1,5 milliard de dollars décaissables dans cette tranche et consorts. Tout ça, c'est bien. Mais ce Congo-là a besoin de beaucoup plus d'argent que 1,5 milliard de dollars. Il n'a même pas besoin de l'argent du Fonds monétaire et de la Banque mondiale si nous nous organisons à l'interne. Tous ces applaudissements qui suivent les déclarations de la directrice du Fonds monétaire international viennent dans un pays où nous ne sommes pas sérieux. Si nous sommes sérieux avec la gouvernance nous-mêmes, nous pouvons mobiliser beaucoup plus de ressources. Je vous parle d'un budget de 75 milliards de dollars. C'est ça qu'il faut pour développer la RDC. Pas des petits sous, des petits centimes qui viennent du Fonds monétaire, de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement. Par conséquent, moi je dirais qu'au-delà de ces applaudissements qui accompagnent les déclarations venant des institutions internationales, je dirais que nous devons avoir notre propre vision de développement. Notre propre vision de développement et la maîtriser tellement que nous pouvons la mettre en œuvre sans intervention extérieure. S'il y a intervention extérieure, ils viennent pour nous donner des conseils, ça c'est limite. Mais il y a la vision du président de la République qui est mise en musique par l'Union sacrée. C'est pour le développement du pays. Je ne veux pas juger la qualité de cette vision-là et je ne veux pas juger de la qualité de l'Union sacrée. Moi, je vous dis simplement que vous n'en êtes pas membre, vous, de l'Union sacrée? Vous ne faites pas partie de l'Union sacrée? J'avais été consulté oui. Pour la mise en place de l'Union sacrée, mais quand ils ont constitué leur truc, je ne sais pas où nous sommes. Si on est membre, on n'est pas membre. On ne nous a rien dit à propos de ça. Donc vous n'êtes ni à gauche ni à droite. Ni à gauche ni à droite. Je n'ai jamais vu un document qui dit qui est membre de l'Union sacrée, quelles sont les règles intérieures du fonctionnement de l'Union sacrée. Et je ne connais pas les modus operandi de l'Union sacrée. Donc je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais j'avais été parmi les gens qui étaient consultés avant la mise en place de l'Union sacrée. Est-ce que c'est ça la qualification pour être membre de l'Union sacrée? Ça, je ne sais pas. Alors, à la fin de la journée, je continue à dire qu'il faut que notre pays ait une vision de développement. Moi, je vous ai proposé le plan Marshall de Noël Tchad pour la reconstruction et le développement de la RDC. Une vision qui, si on la met en œuvre, en 15 ans, nous sortons des problèmes actuels et nous devenons un pays émergent. Nous ne pouvons pas avoir une vision de développement où on fait un pas en avant, 4 pas en arrière. Par exemple, on dit état de droit, lutte contre la corruption. Les premiers corrompus qu'on arrête ou détournés de fonds publics, on les met devant la barre, on les sort après. C'est une contradiction, ça montre bien qu'il n'y a pas de vision claire de développement dans ce domaine-là. Professeur Tchani, un discours très critique, très vraiment libre, correspondant d'ailleurs à l'intitulé de l'émission, liberté d'opinion. Est-ce que c'est l'expression d'une certaine frustration pour n'avoir pas été nommé gouverneur de la Banque centrale? Non, pas du tout. Vous savez quoi? Je continue à penser une chose. Depuis ce temps-là, est-ce que vous avez entendu une action quelconque sortie de la Banque centrale? Aucune. J'ai une vision de développement. Vous étiez candidat? Pas simplement. Vous étiez candidat? Je ne peux pas dire oui ou non, mais si on m'avait demandé de le faire, je l'aurais fait dans l'intérêt de mon pays. J'ai une vision de développement et des choses vérifiables. La première vision de développement, je l'ai publié d'ailleurs, c'est accessible à tout le monde. 3 livres successifs qui ne parlent que de la vision dans ce secteur-là. Building Credible Central Bank, c'est un livre que j'ai publié qui compare les grandes banques centrales du monde, la Banque centrale européenne, la Banque centrale américaine, la Banque centrale de la Suisse et d'autres banques centrales des grands pays, que je compare avec les banques centrales dans les pays en développement. Et j'ai utilisé l'exemple de la Banque centrale du Congo pour dire qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à améliorer le fonctionnement de la Banque centrale du Congo afin qu'elle donne les résultats escomptés. Des recommandations qui sont là, aucune n'a été mise en œuvre jusqu'aujourd'hui. Et je pense que le travail reste entier. Et je ne sens même pas qu'on a déjà commencé à travailler là-dessus. Deuxième livre que j'ai publié dans ce domaine-là, La bataille pour une monnaie nationale crédible. Que faire pour mettre fin à la dollarisation
et doter le Congo d'une monnaie qui réponde à nos exigences constitutionnelles. Comme vous savez, l'article 170 de la Constitution donc, dit que le franc congolais est la seule monnaie utilisable sur l'étendue du territoire national. Mais vous allez dans la ville, là, vous trouvez qu'il y a tout sauf le franc congolais. Le franc congolais est marginal. Donc nous avons un grand travail à faire de ce côté. Il y a d'autres choses que je crois que le commun des mortels ne peuvent pas s'en rendre compte. On ne peut pas avoir une banque centrale crédible qui n'est pas capitalisée, qui n'a pas de capital, qui n'a pas de fonds propres. Notre banque centrale n'a pas de fonds propres. On peut dire aujourd'hui qu'on a 3,3 milliards de réserves d'échange. 3 milliards de réserves d'échange assises sur une banque centrale qui n'a pas de capitalisation, qui n'a pas de soubassement. C'est une distraction. C'est pour cela que je suis choqué que la directrice générale du Fonds monétaire arrive ici et ne relève pas ça. Ce qu'on devait faire en tant que pays, si on en avait les compétences, les capacités, c'était de mettre la capitalisation de la Banque centrale sur la table. On a besoin d'avoir au moins 2,5 milliards. Mais est-ce que vous ne pouvez pas faire une note technique au président de la République par rapport à ça? Parce qu'il a besoin des conseils de tout le monde, ce n'est pas seulement son cabinet, mais tous nous devons contribuer à la gouvernance. J'ai fait toutes ces choses-là, mon cher ami. Vous avez écrit? Je vous dis que les 5 volumes du plan Marshall y incluent les réformes à faire à la Banque centrale, dans le système financier, dans la monnaie. C'est contenu dans ces livres-là et j'ai remis tout cela au cadeau au président de la République. Pas au cadeau, à main propre. À main propre au président de la République. Donc il connaît ces choses-là, je n'ai pas besoin de faire des notes tous les matins, mais j'ai fait pendant les consultations une note synthétique, une quinzaine de pages que je remise à main propre au président de la République. Donc, je n'ai pas été égoïste, j'ai proposé des choses. Très bien. Mais je vais vous dire une chose, ces choses-là... Il suit régulièrement cette émission, on espère que ça Monsieur va le Président, Monsieur le Président de la République, je vous invite à bien suivre cette émission, mais surtout à relire les documents, les livres que je vous avais remis. Toutes les solutions se trouvent dedans. D'accord. C'est un homme de parole, on espère qu'il va... bien entendu, examiner votre note. On va passer à une autre question d'actualité, professeur Noël Tchani. C'est l'entrée des troupes ougandaises à l'est de notre pays pour traquer les terroristes des ADF. Je prononce en anglais, c'est ADF. Alors, quelle est votre lecture de la question en tant que nationaliste? Ma lecture a été très négative au départ, mais elle a évolué après avoir été confronté à certaines informations. Je suis contre l'entrée des troupes étrangères sur le sol congolais sans que cela ait été approuvé par l'Assemblée nationale, le Sénat. Donc, d'après ce que j'ai compris, à moins qu'il y ait eu des consultations secrètes, d'après ce que j'ai compris, ces troupes sont entrées, on a commencé à signer des accords de coopération après cela, et je ne sais pas si l'Assemblée nationale était impliquée ou pas. Donc moi personnellement, j'étais totalement opposé à cela. Je considère que... Est-ce qu'il fallait que l'Assemblée nationale soit informée? Je pense oui. Pour des questions de défense Oui, je crois qu'il faut l'intervention de l'Assemblée nationale. Mais l'un des porte-parole, c'est pas de la police ou de l'armée, a dit qu'il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui stipule que l'Assemblée doit être saisie quant à ce... Je ne sais pas de quel pays il parle, mais la République démocratique du Congo, en tant que pays démocratique avec une constitution, exige que l'engagement des troupes congolaises par le président de la République nécessite, et surtout l'arrivée des troupes étrangères sur le sol congolais, je trouve, nécessite l'approbation préalable de l'Assemblée nationale. Cela n'a pas été fait, à moins que ça ait été fait de façon secrète pour éviter que l'information ne fuite avant que l'action... Il semble que les deux bureaux du Parlement étaient informés. Je ne suis pas au courant, donc c'est pour ça que je parle avec beaucoup de réserves. Exact. Mais et puis ce sont des questions secret défense. J'ai dit que j'étais très opposé au départ et ma position a évolué relativement. Pourquoi? Parce que j'ai suivi le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, avec le chef d'état-major de l'armée, je crois, ou avec le porte-parole de l'armée, ou l'un des gouverneurs de province, là, gouverneurs militaires. Et ils ont expliqué que les forces ougandaises sont venues appuyer l'armée congolaise pour combattre les ADF. Mais moi, je me dis que les ADF n'opèrent pas simplement en RDC. Ils opèrent en RDC, mais aussi en Ouganda. Quand on les traque en RDC, ils fuient, ils vont se réfugier en Ouganda. Quand on les traque en Ouganda, ils viennent se réfugier en RDC. Moi, j'aurais compris que l'accord signé entre l'Ouganda et la RDC permette au FARDC et à l'armée ougandaise d'opérer librement dans cette zone-là, c'est-à-dire que l'armée ougandaise peut venir sur le territoire congolais aux côtés des forces armées congolaises, mais l'armée congolaise peut aussi franchir les frontières. Si on poursuit les ADF qui fuient et qui entrent en Ouganda, il faut que l'armée congolaise soit en mesure d'entrer en Ouganda et d'opérer aux côtés des forces ougandaises pour pouvoir prendre les ADF en sandwich.
il me semble que nous sommes un peu naïfs, dans la mesure où l'armée ougandaise est autorisée à entrer sur notre sol, mais nous, on n'a pas la permission d'entrer en Ouganda, et je voudrais que ça soit corrigé pour que nous soyons donc des pays sur le même pied d'égalité. D'accord. Alors, on tend vers la fin de l'émission. La régie me fait signe qu'il nous reste plus que 3 minutes. J'aimerais qu'on les consacre au sujet initial, la loi Tchani, qui porte sur l'accès à la magistrature suprême conditionné au fait d'être Congolais de père et de mère. On vous voit faire la tournée à travers les provinces, des conférences presque chaque semaine. C'est pour quel objectif? Oui, nous avons réalisé que quand on a lancé cette idée, nos détracteurs, qui ont utilisé beaucoup de moyens pour désorienter l'opinion publique, ils avaient, je ne dis pas qu'ils ont réussi parce que la majorité des Congolais restent mobilisés pour la loi, mais ils ont distillé dans l'opinion publique de fausses informations que nous devons. Par exemple, Noël Tchani, avec sa loi, là, il veut enlever la nationalité à tous ceux qui sont des métis. Ce sont des fausses informations. Nous voulons aller dans chaque province à travers des conférences, à travers des meetings, pour expliquer à la population que toutes ces informations sont fausses et voici en quoi consiste la proposition que nous avons faite. Elle est bonne pour le pays. Donc, nous sommes invités dans plusieurs universités. À l'université de Mbujimaï de Kananga, nous sommes invités à l'université de Lubumbashi, nous sommes invités à l'université de Kisangani où je vais animer la conférence à Kisangani le 28 janvier. Et on va aller au Bakongo, au Bandundu, à l'Équateur, donc dans le Kivu, dans toutes les provinces, et à commencer par la ville-province de Kinshasa. L'idée, c'est de partager l'information, de donner l'occasion aux gens de poser des questions pour qu'ils puissent avoir des réponses, afin qu'ils puissent se tranquilliser que la loi n'est ni contre un individu, ni pour un individu. La loi, elle est là pour tout le monde, pour protéger la souveraineté de notre pays et l'intégrité territoriale. Très bien, merci beaucoup, professeur Noël Tchani. La toute dernière question pour nous séparer. On n'a pas épuisé tous les sujets qui étaient programmés. On n'a même pas eu le temps de préparer cette émission. C'est sur ce plateau que les questions jaillissent. Vous avez dit que vous êtes de Ngandajika, dans la province de Lomami. Vous avez été gouverneur d'une banque importante aux États-Unis d'Amérique. Non, pas gouverneur. J'ai travaillé, dans les banques commerciales, dans les banques commerciales et américaines. d'investissement à New York, mais j'ai passé une trentaine d'années à la Banque mondiale à Washington. Ah, d'accord. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait chez vous? Est-ce que vous avez une maison en Ngandajika? J'ai une maison en Ngandajika, j'ai une maison en Mbujimaï. Okay. Et bien que je n'ai pas passé beaucoup de temps là-bas, mais je crois que ce sont des faux problèmes que les gens soulèvent. En tant que citoyen libre, j'ai aussi une maison à Kinshasa. Et je dois être libre de m'installer partout en République démocratique du Congo. Vous savez, moi je ne suis pas candidat pour être député national qui doit avoir donc tout dans son village. J'étais candidat pour être président de la République. Vous le serez encore 2023? Le temps n'est pas encore venu pour qu'on puisse prendre cette décision. Moi, je suis démocrate. Une fois qu'on a fait des élections et qu'on a terminé les élections, on laisse le président qui a été élu travailler. Voilà. On lui donne tout le soutien possible. Et une fois qu'on arrive à la fin de la mandature, de la législature, on évalue est-ce qu'il a bien travaillé, il n'a pas bien travaillé. S'il n'a pas bien travaillé et on estime qu'on peut faire mieux, on entre à la course. Mais si on estime qu'il a très bien travaillé et qu'il faut lui donner encore donc du temps de continuer, on le soutient. Donc à ce stade ici, je pense que c'est trop tôt de se prononcer, mais il arrivera un moment où on va se prononcer, le peuple congolais le saura. Très bien, professeur Noël Tchani, on va se séparer sur une petite pointe. On dit que vous êtes de l'UDPS, vrai ou faux? Je suis président de la Force du Changement, c'est un regroupement politique indépendant. Si j'étais de l'UDPS, l'UDPS ne pouvait pas présenter deux candidats à la présidence de la République, Félix-Antoine Tshisekedi et Noël Tchani. Félix-Antoine Tshisekedi était président représentant l'UDPS et Noël Tchani était président représentant la Force du Changement. Merci. Et j'invite d'ailleurs tout le monde à prendre connaissance de cette nouvelle force politique propre, intègre. Il n'y a pas de corruption, pas de détournement de fonds publics dans notre regroupement politique. On invite tous ceux qui sont propres et qui veulent le développement du pays à s'associer avec nous et à travailler ensemble pour le développement du pays. Merci beaucoup. Ça sera votre dernier mot, professeur Noël Tchani. Je rappelle que vous êtes professeur des universités. Vous avez été candidat à l'élection présidentielle de 2018, auteur du plan Maréchal Noël Tchani pour le développement de la République démocratique du Congo, président du regroupement politique Force du Changement. Merci de cet honneur exceptionnel. Ça fait 2 ans que je suis derrière vous pour faire une émission. Merci de m'avoir accepté et d'avoir mis à la disposition du public l'ensemble de toutes ces informations importantes dont il avait besoin. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé cette émission, merci de votre sympathique attention. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir.